Bellaude. Madame, Bellaude s'est sauvée. Depuis quand? De ce matin, dès que j'ai ouvert. Il y avait un blanc et noir qui l'attendait à la porte. Oh mon Dieu, espérant qu'elle va rentrer ce soir. La voilà donc partie. Sauf que ce mois est marqué pour les amours canines. Rien ne faisait prévoir sa fuite. Elle nous suivait sans faute et sans distraction, belle dans sa robe noire et feu de bas rouge, son amble nonchalant agitant à ses pattes de derrière comme des pendeloques, ses doubles ergots. Elle flairait l'herbe, broutait, évitait avec mépris la frénésie circulaire des Brabançonnes. Et puis un jour, elle tomba en arrêt, pointa joyeusement les oreilles, visa un point lointain, sourit, et tout son corps s'écria, en clair langage de chienne, « Ah, le voilà !» Le temps de lui demander « Quoi donc ?» Elle était à 200 mètres, car elle l'avait vu, lui, quelques très petits roquets jaunes. Elle recherche, elle longue et légère comme une biche, elle haute et d'encolure orgueilleuse, les nains, les bâtards de fox et de basset, les faux terriers, les loulous trépidants et minuscules. Elle aime entre tous un caniche blanc, enfoui depuis des hivers sous une neige terreuse que ne font nul été. Il entoure ma bas rouge d'une assiduité résignée de vieux lettré. Il la contemple d'en bas, comme par-dessus des lunettes, à travers sa chevelure blanche mal soignée. Il l'escorte, sans plus, et va derrière elle d'un petit trot traquenardeur qui secoue tous ses écheveaux de poils blancs sales. La voilà partie. Où? Pour combien de temps? Je ne crains pas qu'on l'écrase ni qu'on la vole. Elle a, quand une main étrangère se tend vers elle, une manière serpentine de détourner le col, de montrer la dent qui déconcerte les plus résolus. Mais il y a le lasso, la fourrière. Un jour passe. Madame, Bellaude n'est pas rentrée. Il a plu cette nuit. Une pluie douce, déjà printanière. Où erre la dévergondée? Elle jeûne, mais elle peut boire. Les ruisseaux coulent, le bois miroite de flaques. Un petit chien mouillé monte la garde devant ma porte, à la grille du jardinet. Lui aussi, il attend Bellaude. Au bois, je demande à mon ami le garde s'il n'a pas vu la grande chienne noire qui a du feu aux pattes, aux sourcils et aux joues. Il secoue la tête. Je n'ai rien vu de pareil. Qu'est-ce que j'ai donc vu aujourd'hui? Pas grand-chose, moins que rien. Une dame qui n'était pas d'accord avec son mari, et un monsieur en souliers vernis qui m'a demandé si je ne connaîtrais pas 2 pièces à louer dans une des maisons de garde, vu qu'il était sans domicile. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Un jour passe encore. Bellaude n'est toujours pas rentrée, madame. Je pars pour la promenade d'11h30, résolu à battre les futaies d'Auteuil. Un printemps caché y frémit jusque dans le vent, aigre s'il accélère, molle et doux quand il s'attarde. Point de chienne noire et feu. Mais voici les cornes des futures jacinthes, et la feuille déjà large de l'arum pied de veau. Voici l'abeille égarée, affamée, qui titube sous la mousse humide et qu'on peut réchauffer dans la main sans risque de piqûre. Sur les sureaux fuse, à chaque aisselle de branche, une houppe neuve de verdure tendre. Et 6 années m'ont appris à reconnaître dans le tri rauque, dans la courte gamme chromatique descendante que jette dès février un gosier d'oiseau, la voix du grand chanteur, un rossignol d'Auteuil fidèle à son bosquet, un rossignol dont la voix, au printemps, illumine les nuits. Au-dessus de ma tête, il étudie ce matin le chant qu'il oublie tous les ans. Il recommence et recommence sa gamme chromatique imparfaite, l'interrompt par une sorte de rire enroué, mais déjà dans quelques notes teinte le cristal d'une nuit de mai, et, si je ferme les yeux, j'appelle malgré moi sous ce chant le parfum qui descend lourdement des acacias en fleurs. Mais où est ma chienne? Je longe une palissade en latte de châtaignier, je franchis des fils de fer tendus à ras de terre, puis je bute contre une clôture de châtaignier, au bout de laquelle m'attend un fil de fer tendu à ras de terre. Quelle sollicitude perverse multiplie pour décourager l'amateur de paysage et rompre les os du promeneur, palissades et fils, les uns et les autres nuisibles. Je rebrousse chemin, las de longer, après des fortifications, une palissade de châtaignier qui défend, je le jure, une seconde palissade, servant elle-même de rempart, un peu plus loin, à un grillage de bois peint en vert. Et l'on ose accuser la ville de négliger le bois. Quelque chose remue derrière une de ces vaines clôtures. Quelque chose de noir. De feu, de blanc, de jaune. Ma chienne, c'est ma chienne! Édilité bénie, tutélaire barricade, enclos providentiel. C'est non seulement ma chienne à l'abri des voitures, c'est en outre 1, 2, 3, 4, 5 chiens autour d'elle, boueux, quelques-uns saignants de bataille, tous haletants, fourbus. Le plus grand n'atteint pas 30 centimètres au garrot. Bellaude! Elle ne m'avait pas entendu venir. Elle jouait Célimène. Vertueuse malgré elle, inaccessible par hasard,
Elle perd contenance à mon cri et d'un coup se prosterne, rappelée à la servilité. Oh, belle Aude! Elle rampe, elle m'implore. Mais je ne veux pas pardonner encore. Et je lui désigne seulement, d'un geste théâtral, par-dessus les fortifications abolies, le chemin du devoir, le gîte. Elle n'hésite pas. Elle saute la palissade et distance aisément, en quelques foulées, la meute des pygmées qui suit, langue flottante. Qu'ai-je fait là? Si Belle Aude allait rencontrer sur la route un séducteur de belle stature. Madame, Belle Aude est rentrée. Avec 5 petits chiens? Non, madame, avec un grand. Oh, mon Dieu, où est-il? Là, madame, sur le talus. Oui, il est là. Et je me souviens, avec un soupir de soulagement, que la chanson dit « Il faut des époux assortis ». Celui qui attend Belle Aude est un dogue d'Ulm, au regard obtus, passif sous son collier sa muselière de cuir vert, et aussi lourd, aussi large, aussi haut, le hasard soit loué, qu'un veau. Les 2 chattes. Il n'est qu'un jeune chat, fruit des amours et de la mésalliance, de Moon, chatte persane bleue, avec n'importe quel rayé anonyme. Dieu sait si le rayé abonde dans les jardins d'Auteuil. Par les jours de printemps précoce, aux heures du jour où la terre, dégelée, fume sous le soleil et embaume, certains massifs, certaines plates-bandes ameublis qui attendent les semis et les repiquages, semblent jonchés de couleuvres. Les seigneurs rayés, ivres d'encens végétal, tordent leurs reins, rampent sur le ventre, fouettent de la queue et râpent délicatement sur le sol leur joue droite, leur joue gauche, pour l'imprégner de l'odeur prometteuse de printemps. Ainsi une femme touche de son doigt mouillé de parfum ce coin secret sous l'oreille. Il n'est qu'un jeune chat, fils d'un de ces rayés. Il porte sur son pelage les raies de la race, les vieilles marques de l'ancêtre sauvage. Mais le sang de sa mère a jeté sur ses rayures un voile floconneux et bleuâtre de poils longs, impalpable comme une transparente gaze de Perse. Il sera donc beau. Il est déjà ravissant. Et nous essayons de le nommer Camaralzaman. En vain, car la cuisinière et la femme de chambre, qui sont des personnes raisonnables, traduisent Caramalzaman par Moumou. Il est un jeune chat, gracieux à toute heure. La boule de papier l'intéresse. L'odeur de la viande le change en dragon rugissant et minuscule. Les passereaux volent trop vite pour qu'il puisse les suivre de l'œil, mais il devient cataleptique derrière la vitre quand il picore sur la fenêtre. Il fait beaucoup de bruit en tétant, parce que ses dents poussent. C'est un petit chat, innocent au milieu d'un drame. La tragédie commença un jour que Noir du voisin, dirait-on pas un nom de noblesse paysanne, pleurait sur le mur mitoyen la perte de ses enfants noyés le matin. Elle pleurait à la manière terrible de toutes les mères privées de leurs fruits, sans arrêt, sur le même ton, respirant à peine entre chaque cri, exhalant une plainte après l'autre plainte pareille. Le tout petit chat, Caramalzaman, en bas, la regardait. Il levait sa figure bleuâtre, ses yeux couleur d'eau savonneuse aveuglés de lumière, et n'osait plus jouer à cause de ce grand cri. Noir du voisin le vit et descendit comme une folle. Elle le flaira, connut l'odeur étrangère, râla de dégoût, gifla le petit chat, le flaira encore, lui lécha le front, recula d'horreur, revint, lui dit « Roux » tendrement, enfin manifesta de toute manière son égarement. Le temps lui manqua pour prendre un parti. Pareil à un lambeau de nuée, Moon, aussi bleu qu'un orage et plus rapide, arrivait. Rappelé à sa douleur et au respect des territoires, Noir du voisin disparut, et son appel, plus lointain, endeuilla toute cette journée. Elle revint le lendemain, prudente, calculatrice comme une bête de la jungle. Plus de cris, une hardiesse et une patience muette. Elle attendit l'instant où, Moon repu, Caramalzaman évadé chancelait, pattes molles sur les gravierons du jardin. Elle vint avec un ventre lourd de lait, des tétines tendues qui crevaient sa toison noire, des roucoulements assourdis, des invites mystérieuses de nourrice. Et pendant que le petit chat, en tétant, la foulait à temps égaux, je la voyais fermer les yeux et palpiter des narines comme un être humain qui se retient de pleurer. C'est alors que la vraie mère parut, le poil tout droit sur le dos. Elle ne s'élança pas tout de suite, mais dit quelque chose d'une voix rauque.
Noir du voisin, éveillé en sursaut de son illusion maternelle, debout, ne répondit que par un long grondement bas, en soufflant, par intervalles, d'une gueule empourprée. Une injure impérieuse, déchirante de Moon l'interrompit, et elle recula d'un pas. Mais elle jeta, elle aussi, une parole menaçante. Le petit chat effaré gisait entre elles, hérissé, bleuâtre, pareil à la houppe du chardon. J'admirais qu'il pût y avoir, au lieu du pugilat immédiat, de la mêlée féline où les flocons de poils volent, une explication, une revendication presque intelligible pour moi. Mais soudain, sur une insinuation aiguë de Noir du voisin, Moon eut un bond, un cri, un « Ah, je ne peux pas supporter cela !» qui la jeta sur sa rivale. Noir rompit, atteignit le tilleul, s'y suspendit et franchit le mur, et la mère lava son petit, souillé par l'étrangère. Quelques jours passèrent, pendant lesquels je n'observai rien d'insolite. Moon, inquiète, veillait trop et mangeait mal. Chaude de fièvre, elle avait le nez sec, se couchait sur une console de marbre et son lait diminuait. Pourtant, Camaralzaman, dodu, roulait sur les tapis, aussi larges que longs. Un matin que je déjeunais auprès de Moon et que je la tentais avec du lait sucré et de la mie de croissant, elle tressaillit, coucha les oreilles, sauta à terre et me demanda la porte d'une manière si urgente que je la suivis. Elle ne se trompait pas. L'impudente Noire et Camaralzaman, l'un tétant l'autre, mêlés, heureux, gisaient sur la première marche, dans l'ombre, au bas de l'escalier où se précipita Moon, et où je la reçus dans mes bras, molle, privée de sentiments, évanouie comme une femme. C'est ainsi que Moon, chatte de Perse, perdit son lait, résigna ses droits de mère et de nourrice, et contracta sa mélancolie errante, son indifférence aux intempéries et sa haine des chattes noires. Elle a maudit tout ce qui porte toison ténébreuse, mouche blanche au poitrail, et rien ne paraît plus de sa douleur sur son visage. Seulement, lorsque Camaralzaman vient jouer trop près d'elle, elle replie ses pattes sous ses mamelles taries, feint le sommeil et ferme les yeux. Chat. Ils sont 5 autour d'elle, tous les 5 issus de la même souche et rayés à l'image de leur ancêtre, le chat sauvage. L'un porte ses rayures noirs sur un fond rosé comme le plumage de la tourterelle, l'autre n'est des oreilles à la queue qu'une zébrure pain brûlé sur champ marron très clair, comme une fleur de giroflée. Un troisième paraît jaune, à côté du quatrième qui n'est que ceinture de velours noir, collier, bracelet, sur un dessous gris-argent d'une grande élégance. Mais le cinquième, énorme, resplendit dans sa fourrure fauve à 1000 bandes. Il a les yeux verts de menthe et la large joue velue qu'on voit au tigre. Elle, mon Dieu, c'est la noire. Une noire pareille à 100 autres noires, mince, bien vernissée, la mouche blanche au poitrail et la prunelle en or pur. Nous l'avons nommée la noire parce qu'elle est noire. De même, la chatte grise s'appelle chatte grise, et la plus jeune des bleus de Perse, jeune bleu. Nous n'avons pas risqué la méningite. Janvier, mois des amours félines, part les chats d'Auteuil de leurs plus belles robes et racole, pour nos 3 chattes, une trentaine de matous. Le jardin s'emplit de leurs palabres interminables, de leurs batailles, de leur odeur de buis vert. La noire seule marque qui l'intéresse. C'est trop tôt pour jeune bleu et chatte grise, qui contemplent de haut la démence des mâles. La noire, pour l'heure, se tient mal et ne va pas plus loin. Elle choisit longuement dans le jardin une branche taillée en biseau, élaguée de l'an dernier, pour s'en servir en guise de brosse à dents d'abord, puis de gratte-oreille, enfin de gratte-flanc. Elle s'y râpe, elle s'y écorche, en donnant tous les signes de la satisfaction. Une danse horizontale suit, au cours de laquelle elle imite l'anguille hors de l'eau. Elle se roule, chemine sur le dos et le ventre, souille sa robe, et les 5 matous avec elle avancent, reculent comme un seul matou. Souvent le doyen magnifique, n'y tenant plus, s'élance et porte sur la tentatrice une patte pesante. Tout aussitôt, la chorégraphe voluptueuse se redresse, gifle l'imprudent et s'accroupit, patte rentrée sous le ventre, avec un aigre et revêche visage de vieille dévote. En vain, le puissant chat rayé, pour montrer sa soumission et rendre hommage à la noire, feint-il de choir les 4 pattes en l'air, défaillant et soumis. Elle le relègue parmi le quintet anonyme, et gifle équitablement n'importe quel rayé s'il manque à l'étiquette et la salue de trop près. Ce ballet de chat dure depuis ce matin, sous mes fenêtres. Aucun cri,
sauf le rrrr dur et harmonieux qui roule par moments de la gorge des matous. La noire, muette et lascive, provoque puis châtie et savoure sa toute-puissance éphémère. Dans 8 jours, le même mâle qui tremble devant elle, qui patiente et perd le boire et le manger, la tiendra solidement par la nuque. Jusque-là, il plie. Un 6e rayé vient d'apparaître. Mais aucun des matous n'a daigné le toiser en rival. Gras, velouté, candide, il a perdu dès son jeune âge tout souci des jeux de l'amour, et les nuits tragiques de janvier, les clairs de lune de juin ont cessé pour lui, à jamais, d'être fatidiques. Ce matin, il se sent las de manger, fatigué de dormir. Il promène, sous le petit soleil d'argent, sa robe lustrée et la fatuité sans malice qui lui valut son nom de beau garçon. Il sourit au temps clair, au passereau confiant. Il sourit à la noire, à sa frémissante escorte. Il taquine d'une patte molle un vieil oignon de tulipe qu'il délaisse pour un gravier rond. La queue de la noire fouette et se tord comme un serpent coupé. Il s'élance, la capture, la mordit et reçoit une demi-douzaine de mornifles, sèches et griffus, à le défigurer. Mais beau garçon, déchu du rang de mâle, ignore tout du protocole amoureux et redescend à l'équité pure. Injustement battu, il ne prend que le temps de gonfler ses poumons et de reculer d'un pas avant d'administrer à la noire une correction telle qu'elle en suffoque, râle de rage et saute le mur pour cacher sa honte dans le jardin voisin. Et comme j'allais courir, craignant la fureur des matous, au secours de beaux garçons, je vis qu'il faisait retraite avec lenteur, majesté et inconscience parmi les rayés immobiles, silencieux, et pour la première fois déférant devant l'eunuque qui avait osé battre la reine. Le veilleur. Dimanche. Les enfants ont ce matin une drôle de figure. Je leur ai déjà vu cette figure-là au moment où ils organisaient, dans le grenier, une représentation, avec costume, masque, linceul et chaînes traînantes, de leur drame, le revenant de la commanderie. Élucubration à laquelle ils ont dû 1 semaine de fièvre, peur nocturne et langue crayeuse, intoxiqués qu'ils étaient de leurs propres fantômes. Mais c'est une vieille histoire. Bertrand a maintenant 18 ans et projette de réformer, comme il sait à son âge, le régime financier de l'Europe. Renaud, qui passe 14 ans, ne songe qu'à monter et démonter des moteurs, et Belgazou me pose cette année des questions d'une banalité désolante. Est-ce qu'à Paris, je pourrais bientôt porter des bas ? Est-ce qu'à Paris, je pourrais avoir un chapeau ? Est-ce qu'à Paris, tu me feras friser le dimanche ? N'importe. Je les trouve tous 3 singuliers et disposés à parler bas dans les coins. Lundi. Les enfants n'ont pas bonne mine le matin. Qu'est-ce que vous avez donc, les enfants ? Rien du tout, tante Colette, s'écrient mes beaux-fils. Rien du tout, maman, s'écrie Belgazou. Quel bel ensemble. Voilà un mensonge bien agencé, ça devient sérieux. D'autant plus sérieux que j'ai surpris, à la brume, ce bout de dialogue entre les 2 garçons, derrière le tennis. Mon vieux, il n'a pas arrêté de minuit à 3 heures. À qui le dis-tu, mon petit ? De minuit à 4 heures, oui. Je n'ai pas fermé l'œil. Il faisait pom, 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 comme ça, lentement, comme avec des pieds nus, mais lourd, lourd. Ils m'aperçurent et fondirent sur moi comme 2 tiercelets, avec des rires, des balles blanches et rouges, une étourderie apprêtée et bavarde. Je ne saurais rien aujourd'hui. Mercredi. Quand j'ai traversé hier soir vers 11 heures la chambre de Belgazou pour gagner la mienne, elle ne dormait pas encore. Elle gisait sur le dos, les bras au long d'elle, et ses prunelles sombres bougeaient sous la frange des cheveux. Une lune chaude d'août, grandissante, balançait mollement l'ombre du magnolia sur le parquet, et le lit blanc répondit une lumière bleue. « Tu ne dors pas ? » ?»« Non, maman. »« À quoi penses-tu toute seule comme ça ? » ?»« J'écoute. »« Et quoi donc ? » ?»« Rien, maman. » Au même instant, j'entendis, distinctement, le bruit d'un pas lourd et non chaussé à l'étage supérieur. L'étage supérieur, c'est un long grenier où personne ne couche, où personne, la nuit tombée, n'a l'occasion de passer, et qui conduit au comble de la plus ancienne tour. La main de ma fille, que je serrais, se contracta dans la mienne. 2 souris passèrent dans le mur en jouant et en poussant des cris d'oiseaux. « Tu as peur des souris maintenant ? » ?»« Non, maman. » Au-dessus de nous, le pas reprit, et je demandai malgré moi « Mais qui donc marche là-haut ?» Belgazou ne répondit pas, et ce mutisme me fut désagréable. « Tu n'entends pas ? » « Si, maman. »« Si, maman, c'est tout ce que tu trouves à répondre ?
La petite pleura brusquement et s'assit sur son lit. C'est pas de ma faute, maman. Il marche comme ça toutes les nuits. Qui? Le pas. Le pas de qui? De personne. Mon Dieu, que ces enfants sont bêtes. Vous voilà encore dans ces histoires, toi et tes frères? Ce sont ces sottises que vous ruminez dans les coins? Je monte, tiens. Oui, je vais t'en donner, moi, des pas au plafond. Au dernier palier, des grappes de mouches, agglutinées aux poutres, ronflèrent comme un feu de cheminée sur le passage de ma lampe que l'appel d'air éteignit dès que j'ouvris la porte du grenier. Mais il n'était pas besoin de lampe dans ces combles aux lucarnes larges, où la lune entrait par nappes de lait. La campagne de minuit brillait à perte de vue, bosselée d'argent, vallonnée de cendres mauves, mouillée, au plus bas des prés, d'une rivière de brouillard étincelant qui mirait la lune. Une petite chevêche imita le chat dans un arbre, et le chat lui répondit. Mais rien ne marchait dans le grenier, sous la futaie des poutres croisées. J'attendis un long moment. Je humais la brève fraîcheur nocturne, l'odeur de blé battu qui s'attache au grenier, et je redescendis. Belgazou, fatigué, dormait. Samedi. J'ai écouté toutes les nuits depuis mercredi. On marche là-haut, tantôt à minuit, tantôt vers 3 heures. Cette nuit, j'ai gravi et descendu 4 fois l'étage, inutilement. Au grand déjeuner, je force la confiance des enfants, qui sont d'ailleurs à bout de dissimulation. Mais chérie, il va falloir que vous m'aidiez à éclaircir quelque chose. On va certainement s'amuser énormément. Même Bertrand, qui est revenu de tout. Figurez-vous que j'entends marcher au-dessus de la chambre de Belgazou. Ils explosent tous à la fois. Je sais, crie Renaud. C'est le commandeur en armure, qui revenait déjà du temps de grand-père. Page m'a tout raconté et quelle blague! Laisse tomber Bertrand, détaché. La vérité, c'est que des phénomènes d'hallucination isolés ou collectives se manifestent ici depuis que la Vierge, en ceinture bleue et traînée par 4 chevaux blancs, a surgi devant Guitra et lui a dit « Elle ne lui a rien dit, piaille Belgazou, elle lui a écrit. »« Par la poste ?» raille Renaud, c'est enfantin. « Et ton commandeur, ce n'est pas enfantin ?» dit Bertrand. « Pardon » rétorque Renaud tout rouge. « Le commandeur, c'est une tradition de famille. Ta Vierge, c'est une fable de village comme il en traîne partout. Dites donc, les enfants, vous avez fini? Je peux placer un mot? Je ne sais qu'une chose. C'est qu'il y a dans le grenier des bruits de pas inexplicables. Je vais guetter la nuit prochaine. Bête ou homme, nous saurons qui marche. Que ceux qui veulent guetter avec moi... Bon, adoptez à main levée. Dimanche. Nuit blanche. Pleine lune. Rien à signaler que le bruit de pas entendu derrière la porte entr'ouverte du grenier, mais interrompu par Renaud, qui, harnaché d'une cuirasse Henri II et d'un foulard rouge de cow-boy, s'est élancé romanesquement en criant « Arrière! Arrière !» On le conspue, on l'accuse d'avoir tout gâté. Il est curieux, remarque Bertrand avec une ironie écrasante et rêveuse, de constater combien le fantastique peut exalter l'esprit d'un adolescent pourtant grandi dans les collèges anglais. « Eh, mon pauvre !» ajoute ma limousine de fille. « On ne dit pas arrière, arrière, on dit je te vas foutre un bon coup. » Mardi. Nous avons guetté cette nuit. Les 2 garçons et moi, laissant Belgazou endormi. La lune, en son plein, blanchissait d'un bout à l'autre une longue piste de lumière où les rats avaient laissé quelques épis de maïs rongés. Nous nous tînmes dans l'obscurité, derrière la porte à demi ouverte, et nous nous ennuyâmes pendant une bonne demi-heure en regardant les chemins de lune bouger, devenir obliques, lécher le bas des charpentes entrecroisées. Renaud me serra le bras. On marchait au bout du grenier. Un rat d'étala grimpa le long d'une poutre, suivi de sa queue de serpent. Le pas, solennel, approchait, et je serrais de mes bras le cou des 2 garçons. Il approchait, lent, avec un son sourd, bien martelé, répercuté par les planchers anciens. Il entra, au bout d'un temps qui nous parut interminable, dans le chemin éclairé. Il était presque blanc, gigantesque, le plus grand nocturne que j'aie vu, un grand-duc plus haut qu'un chien de chasse. Il marchait emphatiquement, en soulevant ses pieds noyés de plumes, ses pieds durs d'oiseau qui rendaient le son d'un pas humain. Le haut de ses ailes lui dessinait des épaules d'homme, et 2 petites cornes de plumes qu'il couchait ou relevait tremblaient comme des graminées au souffle d'air de la lucarne. Il s'arrêta, se rengorgea tête en arrière,
et toute la plume de son visage magnifique enfla autour d'un bec fin et de 2 lacs d'or où se baigna la lune. Il fit volte-face, montra son dos tavelé de blanc et de jaune très clair. Il devait être âgé, solitaire et puissant. Il reprit sa marche de parade et l'interrompit pour une sorte de danse guerrière, des coups de tête à droite, à gauche, des demi-voltes féroces qui menaçaient sans doute le rat évadé. Il crut un moment sentir sa proie et bouscula un squelette de fauteuil comme il eût fait d'une brindille morte. Il sauta de fureur, retomba, rapa le plancher de sa queue étalée. Il avait des manières de maître, une majesté d'enchanteur. Il devina sans doute notre présence, car il se tourna vers nous d'un air outragé. Sans hâte, il gagna la lucarne, ouvrit à demi des ailes d'ange, fit entendre une sorte de roucoulement très bas, une courte incantation magique, s'appuya sur l'air et fondit dans la nuit, dont il prit la couleur de neige et d'argent. Jeudi. Le cadet des garçons, à son pupitre, écrit une longue relation de voyage. Titre: Mes chasses au grand-duc dans l'Afrique australe. L'aîné a oublié sur ma table de travail un début de stance. Battement de la nuit, pesante vision, de l'ombre en la clarté, grise apparition. Tout est normal.